Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Chroniques de rétention. Dans cet épisode, on va parler de l'examen de la situation des personnes étrangères par la préfecture, ou pas. Comment ça? Tu dis que je me fais interpeller par la police parce que je n'ai pas de papier. La préf doit examiner ma situation, il doit prendre une décision motivée si elle veut m'obliger à quitter la Guyane? Oui, c'est un préalable obligatoire à toute décision d'expulsion et de placement en rétention administrative selon la loi. Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'on appelle aussi le CESEDA, prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, donc l'OQTF, doit être motivée. Mais en vrai, il sert à quoi cet examen? Si une personne étrangère est interpellée sans titre de séjour, cela ne devrait pas suffire à motiver l'obligation de quitter le territoire français. Il existe des textes qui s'imposent à la préfecture et qui l'obligent à examiner la situation d'une personne au regard de certains droits qui lui sont garantis. Il y a par exemple l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'on appelle la CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Donc en fait, il impose à la préfecture de tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ah, donc si je suis là depuis 10 ans, ça devrait le faire, non? Non, attention, non, c'est pas suffisant d'être là depuis longtemps pour avoir un titre de séjour. Beaucoup de personnes pensent qu'au bout de 5 ans, elles vont pouvoir être régularisées. Elles expliquent être allées à la préfecture pour demander un titre de séjour et que l'agent au guichet leur a dit qu'elles devaient attendre d'avoir 5 ans de séjour avant de pouvoir demander une carte de séjour. Or, aucune disposition légale ne prévoit un droit à une régularisation après un certain nombre d'années. Ça a été le cas il y a longtemps, on avait le droit d'être régularisé au bout de 10 ans, mais du coup, plus maintenant. Quand elle examine la demande, la préfecture doit regarder les preuves d'intégration. Donc, la maîtrise de la langue française, la possibilité de travailler, la participation à des activités, la présence de la famille sur le territoire, s'il y a des liens familiaux en France, et si la famille est en séjour régulier ou de nationalité française, s'il y a des enfants scolarisés, bref, tout un tas d'indices. Donc, si je suis en Guyane depuis 10 ans, mais que par exemple, je ne maîtrise pas bien le français et que je suis isolée sur le territoire, il y a des gros risques qu'on me refuse l'accès à un titre de séjour. Or, on sait bien, cumuler des preuves d'intégration quand on n'a pas de papier, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a l'article 3 de la CEDH qui est aussi important. Il protège les personnes d'un éloignement qui les exposerait à un traitement inhumain et dégradant ou qui porterait atteinte à leur dignité. C'est pour ça qu'une personne gravement malade et qui ne peut pas accéder à un traitement dans son pays d'origine, alors que ce même traitement lui est vital, ne doit pas pouvoir être expulsée vers son pays. C'est aussi pour ça que les personnes qui seraient en danger en cas de retour dans leur pays de nationalité ne peuvent normalement pas être expulsées de force, comme c'est le cas par exemple pour les personnes haïtiennes en ce moment. On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Enfin, on peut aussi citer la Convention de New York qui protège le droit des enfants. Il y a un article dans ce texte qui oblige les autorités publiques et donc la préfecture, mais aussi les tribunaux, à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions qu'elles prennent. Tu citerais quoi, toi, par exemple, comme intérêt supérieur de l'enfant? Ne pas être séparé de ses parents, par exemple. Ouais, c'est un très bon exemple. Ou encore celui de ne pas être enfermé au CRA. La France, par le passé, a déjà été condamnée pour ça par la Cour européenne des droits de l'homme. Ah, mais du coup, si je suis fille d'un droit protégé par ces textes, par exemple, si ma famille est régulière sur le territoire, ça veut dire que je suis protégée? Je ne peux pas être enfermée au CRA? Eh bien, malheureusement, non. Tu ne peux pas être forcément protégée. Ça arrive. Déjà parce qu'il y a un côté subjectif de certaines notions. À partir de quand on estime que les liens avec la France sont suffisamment intenses pour estimer que les droits sont protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par intense? Ça laisse une large marge d'appréciation à la préfecture. Et malheureusement, c'est rarement dans un sens qui soit favorable à la personne étrangère.
Et puis, il y a des situations qu'on ne comprend pas, des cas où on se demande ce que la personne fait en rétention. On voit bien que la situation n'a pas été examinée par la préfecture. J'ai commencé une grève de la faim hier soir, par désespoir. C'est injuste. Je suis arrivée en Guyane en 1998. J'ai toute ma vie en France. J'ai déjà eu les papiers et je ne comprends pas ce que je fais là. J'ai besoin de mes papiers, j'en ai marre. Je ne peux même pas aller voir où ma mère est enterrée et ça me rend fou. J'ai rien besoin de plus que mes papiers pour continuer ma vie. J'ai déjà tout fait. J'ai mes enfants en métropole. J'ai juste besoin de mes papiers. J'ai l'impression d'être en nul, d'être en handicapé. Je souhaite plus que tout participer à l'entretien de mes enfants. Mon fils, il est militaire à Charles de Gaulle, il sert la France. Et moi, je ne peux pas avoir mes papiers. J'adore mes enfants. Moi, mon père, il m'a abandonnée à l'âge de 2 ans. Alors je donne beaucoup d'amour à mes enfants. Je ne suis pas un sauvage, je rêve juste de me lever le matin et de faire un câlin à ma fille, puis de préparer le petit déjeuner à ma femme. C'est moi l'homme au foyer, à la maison, car je suis sans papier. Comme je ne peux pas travailler, c'est moi qui m'occupe de toutes les tâches ménagères. À l'extérieur, j'aide les gens immigrés à faire leurs papiers. C'est ça le comble, mais je garde la foi. On est des humains, mais on ne nous traite pas comme tels. C'est trop, c'est abusé. Je veux travailler. Je veux saisir ma chance. Ce n'est pas ma place ici. La loi française dit qu'on peut obtenir les papiers au bout de 10 ans sur le territoire français. Alors pourquoi la loi, elle ne s'applique pas à moi? Ma vie maintenant, elle appartient à l'État. En 2024, la préfecture de Guyane, elle a brillé en tentant d'expulser des personnes sans considérer leur situation familiale, leur état de santé, leur situation administrative, ou le risque, par exemple, pour leur intégrité physique, ou même leur nationalité, voire leur absence de nationalité. Mais ça, c'est pas du tout légal. On fait quoi si on n'est pas d'accord avec la préfecture? Eh bien, si on n'est pas d'accord, on peut saisir le juge, et c'est en quelque sorte lui qui va trancher. Mais pour ça, il faut avoir des preuves à lui donner. Et le juge décide vraiment au cas par cas. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de placements en rétention en 2024 qui ne prenaient pas en compte la situation des personnes? Le plus marquant reste le placement en rétention et la tentative d'expulsion vers le Brésil d'un ressortissant français. La préfecture a été saisie avec l'aide de la CIMAD et il a pu sortir, mais bon, quand même, après 2 jours passés au centre de rétention. Il y a aussi la situation de 2 personnes qui se déclaraient apatrides. Donc, ça veut dire que c'est des personnes sans nationalité, qui ne sont reconnues par aucun pays, donc sans perspective d'expulsion. Mais pour les envoyer où si elles n'ont même pas de nationalité? Excellente question. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été libérées. La loi prévoit que la préfecture doit tout faire pour préparer le voyage au plus vite pour que la rétention dure le moins longtemps possible. Dans une des 2 affaires, le juge saisi par la préfecture pour prolonger la durée de rétention a demandé à la préfecture pourquoi il n'avait effectué aucune démarche pour organiser ce voyage. La préfecture a répondu qu'il ne savait pas où le renvoyer. Mais du coup, ce qui n'est pas légal vu que la rétention doit durer le moins longtemps possible. La personne a donc été libérée par le juge. Dans le prolongement des années précédentes, encore 241 personnes de nationalité haïtienne ont été placées au centre de rétention administrative malgré la violence généralisée dans le pays. Violence qui a été reconnue tant au niveau international, notamment par l'ONU et la CEDH, qu'au niveau national par la CNDA, notamment la Cour nationale du droit d'asile. Il y a même eu 2 expulsions vers Haïti qui ont malheureusement eu lieu cette année. Concernant les autres personnes haïtiennes qui ont été libérées, pour la majorité, il s'agit des erreurs de procédure constatées par les juges dans les premiers jours d'enfermement. Ou encore parce qu'ils n'avaient pas de perspective d'expulsion, notamment quand l'aéroport de Port-au-Prince a été fermé. Le tribunal administratif de Cayenne a pu aussi juger qu'un renvoi vers Haïti représentait une attente manifeste au droit pour ces personnes de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans les cas les plus complexes, les personnes ont fait un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a fait droit systématiquement aux demandes de suspension d'éloignement, quel que soit leur profil. La préfecture continue, pourtant,
à enfermer des personnes haïtiennes au mépris des conventions internationales. Donc on l'a vu, les éléments de vie privée et familiale ne sont régulièrement pas pris en considération par la préfecture de la Guyane. Et donc on retrouve au centre de rétention des personnes enfermées qui sont parents d'enfants français, des personnes qui vivent sur le territoire depuis plus de 20 ans, ou encore d'autres qui sont arrivés mineurs et qui ont fait toute leur scolarité en Guyane. Ça concerne aussi des personnes qui viennent du Brésil et du Suriname, donc les pays frontaliers, vers lesquels les expulsions sont souvent réalisées en moins de 24 heures. De quoi faire exploser les stats des expulsions pour les autorités. Et du coup, certaines personnes de ces deux nationalités renoncent à faire un recours au tribunal pour faire valoir leurs droits, parce que cela les obligerait à rester plus longtemps enfermés au centre de rétention. En 2024, pour 22 personnes qui ont saisi le tribunal administratif, ce dernier a considéré que leur expulsion portait une atteinte manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour 2 autres personnes qui ont fait un recours, la préfecture n'a même pas attendu la décision du tribunal et a reconnu son erreur en retirant le QTF, donnant même une convocation à l'une des personnes pour que soit examiné son droit à un titre de séjour. Et même si les personnes dont la situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux par la préfecture sont libérées par le juge, elles ont parfois dû rester plusieurs nuits au CRA, dans des conditions que certains disent pires que la prison, sans leurs proches et dans l'angoisse d'un départ. Ah ouais, quand même. Donc, c'est que je retiens de tout ça, c'est que c'est bien quand même de garder les papiers pour justifier de sa situation, parce que en cas de doute, ça ne semble pas du tout profiter à la personne étrangère. Et aussi, la préfecture, elle doit, en théorie, systématiquement examiner la situation avant de prendre le QTF, mais en vrai, cet examen fait régulièrement défaut en pratique. Je retiens aussi que la préfecture fait des erreurs. La personne étrangère, elle, n'a pas droit à l'erreur. Du coup, en résumé, on n'est jamais sûr de rien avec la préfecture. Ah si, j'oubliais. Il y a un élément qui sera toujours examiné par la préfecture, c'est l'existence d'une menace ou d'un trouble à l'ordre public. Et que les faits soient anciens ou non, qu'il y ait eu condamnation ou non, et même si la procédure a été classée sans suite. Je suis né et j'ai grandi en Haïti, où je fais une bonne partie de ma scolarité. En 2014, quand j'ai fini le bac, je suis entré à l'université en Haïti. Au bout de quelques années, j'ai été contraint de quitter le pays à cause de la situation sécuritaire extrêmement grave. Je vais peur pour ma sécurité et j'ai donc décidé de venir en France pour fuir des persécutions dans mon pays. Je suis arrivé sur le territoire français le 10 mars 2020. La vie des personnes immigrées en France n'a jamais été facile. Et cela devient de plus en plus difficile à chaque jour. On voit de plus en plus des décisions politiques prises pour décourager l'immigration en France, des décisions qui ne prennent pas en considération la vulnérabilité ou la situation personnelle de chacune des immigrés en France. D'après mes expériences en France, qu'on nous considère comme une menace du seul fait qu'on n'a pas de titre de séjour. En Guyane, on a mobilisé toute une machine étatique pour enfermer des immigrants comme s'ils étaient des criminels. Cette politique envers des immigrants innocents est la représentation du racisme. Merci pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un 3e épisode consacré au dysfonctionnement de l'asile en Guyane et de ses conséquences pour la vie des personnes étrangères.